Salut les candoles, c'est Depresso. Je suis le remplaçant d'Amical quand il doit faire des cups qui sont trop chiantes. Il me paye 20 balles pour ça et j'en ai besoin donc j'ai pas le choix. Aujourd'hui on va faire une cup spéciale. Je vais lire les infortunes de la vertu de Marquis de Sade. Et en même temps je vais jouer à Desert Bus. Si le désert va hors route, je perds la cup. Si je n'arrive pas à finir la lecture à temps, je perds la cup. En fait, je peux gagner que si j'arrive à la finir tout en regardant le bus sur la route. Ce qui est chiant parce qu'il arrête pas de tourner vers la droite de temps en temps, donc je suis obligé de le surveiller. Et on peut pas faire pause de jeu sinon on a perdu. À gauche, j'ai mis une anime girl et à droite, j'ai mis Bashung. Parce qu'apparemment, la majorité de nos viewers, c'est soit des jeunes, soit des vieux. Mais dans des tranches d'âge assez spécifiques pour que ces deux trucs vous parlent. Donc voilà, on n'a pas le choix. J'ai commencé le jeu. Et à côté, j'ai mon autre point qui va me servir pour lire le truc. C'est parti. Le triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l'obscurité des voies dont la Providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme, et de tracer d'après ça quelques plans de conduite qui put faire connaître à ce malheureux individu bipède, perpétuellement ballotté par les caprices de cet être qui, dit-on, le dirige aussi despotiquement, la manière dont il faut qu'il interprète et décrète cette providence sur lui. La route qu'il faut qu'il tienne pour prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne 20 noms différents sans être encore parvenu à la définir. Car si, partant de nos conventions sociales et ne s'écartant jamais du respect qu'on nous inculqua pour elles dans l'éducation... Je remonte la page. Merde. Oh, on démarre. Il vient malheureusement arriver que par la perversité des autres, nous n'ayons pourtant jamais rencontré que des épines. Lorsque les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus des réflexions fournies par ces tristes circonstances, ne calculeront-ils pas qu'alors il vaut mieux s'abandonner... Merde, où est-ce que j'en étais? Au torrent que d'y résister, que dirons-nous? Ne dirons-nous pas... Putain, c'est dur de regarder le livre et je vais mettre le bouquin. Je vais mettre le bouquin contre l'écran. Quitte à me faire chier, autant vraiment le faire. Voilà, hop. Putain. C'est casse-couille cette merde. Ok. On est reparti. Ne calculeront-ils pas... Non, si je fais ça là. Top, 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 ok. Ne calculeront-ils pas qu'alors il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils plus que la vertu, telle belle qu'elle soit, quand malheureusement elle devient trop faible pour lutter contre la vice, devient le plus mauvais parti qu'on puisse prendre et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr de faire comme les autres, un peu plus instruits si l'on veut, et abusant des lumières qu'ils ont acquises, ne diront-ils pas avec l'ange Jesrat de Zadig qu'il n'y a aucun mal dont ils ne naissent un bien? N'ajouteront-ils pas à cela de même que puisqu'il y a dans la constitution imparfaite de notre mauvais monde une somme de mots égale à celle du bien, il est essentiel pour le maintien de l'équilibre qu'il y ait autant de bons que de méchants, et que d'après cela il devient égal au plan général que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu, et que la prospérité accompagne presque toujours le vice, la chose étant égale au... Putain, mais... Qui fait du texte blanc sur fond noir? Sérieusement, qui fait du texte blanc sur fond noir? C'est illisible. Putain, je peux pas mettre mode lumière? Non, je peux pas. En plus, avec une main, ça me casse les couilles. Je peux placer... Je peux même pas zoomer, C'est un putain de livre. Et voilà. Le camion qui s'arrête. Bon, on retente. On va aller bien à gauche, voilà. Si, attends, j'essaie de trouver un truc qui fait que... Ok, je trouve un rythme. Faut pas qu'il y ait trop à gauche non plus, sinon c'est game over. Allez, je reprends. Bon, méchant, et que d'après cela, il devient égal au plan général que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu, et que la prospérité accompagne presque toujours le vice,
La chose étant égale aux prospérités accompagne presque toujours la vice. La chose étant égale aux prospérités accompagne presque toujours le... Oh putain! Vu de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui périssent. Il est donc important de prévenir ces sophismes dangereux que... Mais c'est un livre de merde en fait. Je crois que je vais peut-être changer de lire. Hein. Non. Et le camion qui s'arrête encore, mais... Il est donc important de prévenir ces sophismes dangereux de la philosophie, essentielle de... De quoi? De faire voir que les exemples de la vertu malheureuse présentée à une âme corrompue dans laquelle il reste encore pourtant quelques bons principes peuvent ramener cette âme au bien tout aussi sûrement que s'il lui eût offert dans cette route de la vertu les palmes les plus brillantes et les plus flatteuses récompenses. Il est cruel sans doute d'avoir à peindre une foule de malheurs accablant la femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, et n'eut d'autre part la plus brillante fortune chez celle qu'il avait prise toute sa vie, mais s'il n'est cependant un bien de l'esquisse de ces deux tableaux, aurait-on à se reprocher de les avoir offerts au public? Pourra-t-on former quelques remords d'avoir établi un fait, d'où il résultera pour le sage qu'il eut avec fruit la leçon subtile de la soumission aux ordres de la Providence, une partie du développement de ses plus secrètes énigmes et l'avertissement fatal que c'est souvent pour nous ramener à nos devoirs que le ciel frappe à nos côtés de nous les êtres qui paraissent même avoir le mur rempli de leurs. Ok, pas mal. Page suivante. Camion, tu repars. Ok, je commence à cerner la cup. Tels sont les sentiments qui nous mettaient la plume à la main, et c'est en considérant leur bonne foi, et c'est en considération de leur bonne foi que nous demandons à nos lecteurs un peu plus d'attention mêlée d'intérêt pour les infortunes de la triste et misérable Justine, cette salope. Madame la comtesse de Lorsange était une de ces putains de prêtresses de Vénus, dont la fortune et l'ouvrage une figure enchanteresse, bref, elle était bonne. De beaucoup d'inconduite et de fourberie, c'était une salope, et dont les titres quelque pompeux qu'ils soient ne se trouvent que dans les archives de Citer, forgés par l'impertinence qui les prend et soutenus par la sotte crédulité qui les donne. Ouais, bon. Une vieille pute bourgeoise, quoi. Mais avec des gros seins, j'imagine. Brune, fort vive, une belle taille, des yeux noirs, d'une expression prodigieuse, de l'esprit et surtout cette incrédulité de mode qui prétend à celle de plus de passion fait rechercher avec bien plus de soin la femme en qui l'on la soupçonne. Pourquoi le camion il faisait haut et bas depuis tout à l'heure comme ça le camion? Ça me fait peur. Attendez, je repasse à 40. On repasse à 40, ok. Ah non, il faisait ça depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir des trucs qui étaient pas à l'avant. C'est tellement chiant en même temps. Ok. On en était où là? Elle avait reçu néanmoins la plus brillante éducation possible. Fille d'un très gros commerçant de la rue Saint-Honoré, elle avait été élevée avec une sœur plus jeune qu'elle de 3 ans dans un des meilleurs couvents de Paris, où jusqu'à l'âge de 15 ans, les mecs, en fait, quand j'ai l'œil sur le côté qui regarde le livre et que j'ai l'image du jeu sur le côté, le haut bas du camion me paraît plus intense. Et du coup, ça me déconcentre encore plus. Et ça me pète des... Bon. Qu'elle de 3 ans dans un des meilleurs couvents de Paris. Attends, c'était quoi le rythme du camion? Tac, 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 allez. Jusqu'à l'âge de 15 ans, sans aucun conseil, aucun maître, aucun bon livre, aucun talent ne lui avait été refusé. À cette époque fatale pour la vertu d'une jeune fille, tout lui manqua dans un seul jour. Une banqueroute affreuse précipite son père dans une situation si cruelle que tout ce qu'il put faire pour échapper au sort le plus sinistre fut de passer promptement en Angleterre, laissant ses filles à sa femme qui mourut de chagrin 8 jours après le départ de son mari. Un ou deux parents qui restaient au plus délibérément sur ce qu'ils feraient des filles, et leur part faite se monta environ 100 écus chacune. La résolution fut de leur ouvrir la porte, et de leur donner ce qui leur revenait, de les rendre maîtresses de leurs actions. Bon, elle n'a pas eu une vie facile hein, pour une vieille pute. On reprend. Leurs actions. Madame de Lorsange, qui se nommait alors Juliette et dont le caractère et l'esprit étaient à fort peu de choses aussi formés qu'à l'âge de 30 ans, époque où elle était à l'heure de l'anecdote que nous racontons, ne parut sensible qu'au plaisir d'être libre sans réfléchir un instant au cruel revers qui brisait ses chaînes. Voilà, encore une pute. Pour Justine, sa sœur, venant d'atteindre sa 2e année, d'un caractère sombre et mélancolique, douée d'une tendresse, d'une sensibilité surprenante, ayant au lieu de l'art et de la finesse de sa sœur... Pardon. Truc dans la gorge.
une ingéniosité, une candeur et une bonne foi qui devraient le faire tomber dans bien des pièges, elle sentit tout l'horreur de sa position. Cette jeune fille avait une physionomie toute différente de celle de Juliette. Autant envoyer d'artifice, de manège, de coquetterie dans le trait de l'une, autant d'admirer la pudeur, de délicatesse et de timidité dans l'autre. Un air de vierge. De grands yeux bleus pleins d'intérêt. Une peau éblouissante, une taille fine et légère, un son de voix touchant. Des dents d'ivoire et des beaux cheveux blonds. Telle est l'esquisse de cette cadette. Oh bordel. Oh bordel. Cette cadette charmante, dont les grâces naïves et les traits délicieux sont d'une touche trop fine et trop délicate pour ne pas échapper au pinceau qui voudrait les réaliser. On leur donna 24 heures à l'une et à l'autre pour quitter le couvent. Oh bordel, allez. On tourne la page. On reprend le game. Leur laissant le soin de se pourvoir avec leur sans écu où bon leur semblerait. Juliette, enchantée d'être sa maîtresse, voulut un moment essuyer les pleurs de Justine, mais voyant qu'elle n'y réussirait pas, elle se mit à la gronder au lieu de la consoler. Elle lui dit qu'elle était une bête et qu'avec l'âge et les figures qu'elle avait, il n'y avait point d'exemple que des filles mourusses de faim. Elle lui cita la fille d'une des voisines qui s'était échappée de la maison paternelle, étant maintenant richement entretenue par un fermier général et roulait carrosse à Paris. Justine eut horreur de ce pernicieux exemple. Elle dit qu'elle aimerait mieux mourir que de le suivre et refusa décidément d'accepter un logement avec sa sœur sitôt qu'elle l'avait décidé au genre de vie abominable dont Juliette lui faisait l'éloge. Les deux sœurs se séparèrent donc sans aucune promesse de se revoir. Dès que leurs intentions se trouvaient si différentes, Juliette qui allait, prétendait-elle, devenir une grande dame, consentirait-elle à revoir une petite fille défier les inclinations vertueuses et basses, allait la déshonora. C'est bien traduit ce truc? Ou c'est moi qui lis mal? Et de son côté, Justine voudrait-elle risquer ses mœurs dans la société d'une créature perverse qui allait devenir victime de la crapule et de la débauche publique? Chacun chercha donc des ressources et quitta le couvent dès le lendemain, ainsi que cela était convenu. Justine, caressée, était enfant par la couturière de sa mère. S'imagina que cette femme semblerait sensible à son sort, elle fut la trouver, et lui raconta sa malheureuse position, lui demanda de l'ouvrage et en fut durement rejetée. « Au ciel, dit cette pauvre petite créature, faudrait-il que le premier pas que je fais dans le monde ne me conduise déjà qu'au chagrin? Cette femme m'aimait autrefois, pourquoi donc me repousse-t-elle aujourd'hui? Parce que c'était une salope. » On tourne la page. Je vais dézoomer un petit peu la page parce que j'en ai marre de prendre 3000 ans là à la tournée, quitte à lire en plus petit, de toute façon je suis plus à ça près. Hein. Au ciel, blablabla, au ciel, blablabla. Justine, voyant cela, fut trouver le curé de sa paroisse. Ah non, attendez. Cette femme est autrefois, maintenant c'est une salope. Ah. Hélas, c'est que je suis orpheline et pauvre. C'est que je n'ai plus de ressources dans le monde et qu'on estime les gens qu'en raison des secours ou des agréments que l'on s'imagine en recevoir. Justine, voyant cela, fut trouver le curé de sa paroisse. Elle lui demanda quelques conseils, mais le charitable ecclésiastique lui répondit équivoquement que la paroisse était surchargée, qu'il était impossible qu'elle pût avoir aux aumônes, que cependant si elle voulait le servir, il la logerait volontiers chez lui. Mais comme en disant cela, le saint homme lui avait passé la main sous le menton, lui donnant un baiser beaucoup trop mondain pour un homme de l'église, Justine, qui n'avait que trop compris, se retira fort vite en lui disant « Monsieur, je ne vous demande ni une aumône, ni une place de servante. Il y a trop peu de temps que je quitte un état au-dessus de celui qui peut faire solliciter ces deux grâces, pour en être encore réduite là. Je vous demande des conseils dont ma jeunesse et mon malheur ont besoin, et vous voulez me les acheter par un crime. » Connard! Le curé révolté de ces termes ouvre la porte, la chasse brutalement, et Justine, deux fois repoussée dès le premier jour qu'elle est condamnée à l'isolisme, entre dans une maison où elle voit un écriteau, loue une petite chambre garnie, la paye d'avance et s'y livre, tout à l'aise au chagrin qui lui inspire son état et la cruauté de peu d'individus auxquels sa malheureuse étoile la contrainte d'avoir affaire. Et oui, connasse, bienvenue dans la vie d'adulte. Ah, ça fait bizarre hein, qu'on a personne pour nous aider. Hein. Pétasse, va. Le lecteur nous permettra de l'abandonner quelque temps dans ce réduit obscur pour retourner à Juliette et pour lui apprendre le plus brièvement possible comment du simple état où nous la voyons sortir, elle devint à 15 ans femme titrée, possédant plus de 30 000 livres de rente, de très beaux bijoux, 2 ou 3 maisons à la campagne qu'à Paris, et pour l'instant, le cœur, la richesse et la confiance de Monsieur de Corville. Tourne la page.
conseiller d'État, homme dont le plus grand crédit est à la veille d'entrer dans le ministère. La route fut épineuse, on n'en doute assurément pas. C'est par l'apprentissage le plus honteux et le plus dur que ces damoiselles-là font leur chemin. Et telle est dans le lit d'un prince aujourd'hui qui porte peut-être encore sur elle les marques humiliantes de la brutalité des libertins dépravés, entre les mains duquel son début, sa jeunesse et son inexpérience la jetèrent. En sortant du couvent, Juliette fut tout simplement trouver une femme qui l'avait entendu nommer à cet ami de son voisinage, qui s'était perverti et dont elle avait retenu l'adresse. Elle y arrive effrontément avec son paquet sous le bras, une petite robe en désordre, la plus jolie figure du monde et l'air bien d'écolière. Si elle conte son histoire à cette femme, elle la supplie de la protéger comme elle l'a fait il y a quelques années de son ancien ami. « Quel âge avez-vous, mon enfant » lui demande Madame Dubuisson. « 15 ans en quelques jours, madame. Et jamais personne, oh non, madame, je vous jure, personne ne m'a refait la chatte. Mais c'est que quelquefois, dans ces couvents, un aumônier, une religieuse et un camarade, il me faut de ces preuves sûres. Il me tient qu'à vous les procurer, madame, hein. Vas-y, mate ma chatte tant que t'y es. » Et là, Dubuisson, s'étant affublé d'une paire de lunettes et en vérifié par elle-même l'état exact des choses, le nez dans sa chatte, dit à Juliette, « Eh bien, mon enfant, vous n'avez qu'à rester ici. Je serai le prochain. » Connard. Beaucoup de soumission à mes conseils, un grand fond de complaisance pour mes pratiques, de la propreté, de l'économie, de la candeur vis-à-vis de moi, de l'humanité avec vos campagnes et de la fourberie envers les hommes. Dans quelques années d'ici, je vous mettrai en état de vous retirer dans une chambre avec une commode, un trumeau, une servante, et l'art que vous aurez acquis chez moi vous donnera de quoi vous procurer le reste. Et bim. La Dubuisson s'empara du petit paquet de Juliette. Elle lui demanda si elle n'avait point d'argent, et celle-ci, ayant trop fortement avoué qu'elle avait 100 écus, la chère maman s'en empara en assurant sa jeune élève qu'elle placerait ce petit fonds à son profit, mais qu'il ne fallait pas qu'une jeune fille eût d'argent. C'était un moyen de faire mal, et dans un siècle aussi corrompu, une fille sage et bien née devrait éviter avec soin tout ce qui pouvait la faire tomber dans quelques pièges. Ce sermon fini, et la petite conne complètement hue et rehue, la nouvelle venue fut présentée à ses compagnes. On lui indiqua sa chambre dans la maison, et dès le lendemain, ses prémices furent en vente. En 4 mois de temps, la même marchandise fut successivement vendue. Putain! À 80 personnes qui toutes la payèrent comme neuve, et ce fut qu'au bout de cet épineux noviciat que Juliette prit des patentes de sœur de converse. De ce moment, elle fut réellement reconnue comme fille de la maison et en partagea les libidineuses fatigues. Libidineuse fatigue. Oh là là, quelle connerie. Autre noviciat. Si dans l'un à quelques écarts près, Juliette avait servi la nature, elle en oublia les lois dans le second. Des recherches criminelles, des honteux plaisirs, de sourdes et crapuleuses débauches, des goûts scandaleux et bizarres, des fantaisies humiliantes, et tout cela finit d'une part du désir de jouir sans risquer sa santé, de l'autre, d'une satiété pernicieuse qui, blasant l'imagination, ne laisse plus s'épanouir que par excès et se rassasier que de dissolution. Juliette corrompit entièrement ses mœurs dans cette seconde école, et les triomphes qu'elle vit obtenir au vice dégradèrent totalement son âme. Elle sentit que, née pour le crime, au moins devait-elle aller au grand, et renoncer à languir dans un état subalterne qui lui faisant faire les mêmes fautes, en la vieillissant également, ne lui rapportait pas beaucoup près le même profit. Elle plut à un vieux seigneur fort débauché, qui d'abord ne l'avait fait venir que pour l'aventure d'un quart d'heure. Elle eut l'art de s'en faire magnifiquement entretenir, et parut enfin dans la page. C'est bien, c'était une grosse page celle-là. Parfois il y a des petites pages, et parfois il y a des grosses pages. Un peu comme ma grosse queue. Hein, ma grosse bite. Tu l'aimes, mon mandrin? Salope. Au spectacle. Aux promenades à côté des cordons bleus de l'ordre de Citer. On la regarda, on la cita, on l'envia, et on la friponne si bien s'y prendre. Putain, il y a des fautes dans ce texte. C'est de la merde. Bravo, Sade. Bravo. En 4 ans, elle mina 3 hommes, dont le plus pauvre avait 100 000 écus de rente. Putain, ça c'est une bonne pute de luxe. Il n'en fallut pas davantage pour faire sa réputation. L'aveuglement des gens du siècle est tel que plus une de ces malheureuses approuve sa malhonnêteté, plus on est envieux d'être sur sa liste. Il semble que le degré de son avilissement et de sa corruption devienne à la mesure des sentiments que l'on ose afficher pour elle. Juliette venait d'atteindre sa 20e année lorsqu'un comte de Lorsange, gentilhomme âgé d'environ 40 ans, devant si tellement appris d'elle qu'il se résolut de lui donner son nom, n'étant pas assez riche pour l'entretenir. Il lui reconnut 12 000 livres de rente, lui assura le reste de sa fortune qu'elle est à 8, s'il venait à mourir avant elle.
lui donna une maison, des gens, une livrée, une sorte de considération dans le monde qui part en 2 ou 3 ans à faire oublier ses débuts. Ce fut ici où la malheureuse Juliette, oubliant tous les sentiments de sa naissance honnête et de sa bonne éducation, pervertie par de mauvais livres et des mauvais conseils, pressée de jouir seule, d'avoir un nom et point de chaîne, osa se livrer à la coupable pensée d'abréger les jours de son mari. Elle l'a conçu et l'exécuta avec assez de secret, malheureusement, pour se mettre à l'abri des poursuites, et pour ensevelir avec cet époux qui a gêné toutes les traces de son abominable forfait. Bah bien joué, j'ai envie de dire. Redevenue libre et comtesse, Madame de Lorsange reprit ses anciennes habitudes, mais se croyant quelque chose dans le monde, elle y mit un peu plus de décence. Ce n'était plus une fille entretenue, c'était une riche veuve qui donnait de jolis soupers, chez laquelle la ville et la cour étaient trop heureuses d'être admises, trop heureuses même, et qui néanmoins couchait pour 200 louis et se donnait pour 500 par mois. Jusqu'à 26 ans, elle fit encore de brillantes conquêtes, mais 3 ambassadeurs, 4 fermiers locaux, 2 évêques et 3 chevaliers des ordres du roi. Et comme il est rare de s'arrêter après un premier crime, surtout quand il a tourné, heureusement. Attendez, je tourne la page. Bon, elle arrive quand, Justine, là, cette grosse pute? La malheureuse et coupable Juliette, se noircit de 2 nouveaux crimes semblables au premier. L'un pour voler un de ses amants qui lui avait confié une somme considérable que toute la famille de cet homme ignorait et que Madame de Lorsange put mettre à l'abri par ce crime odieux. L'autre pour avoir plutôt un legs de 100 000 francs qu'un de ses adorateurs avait mis sur son testament en sa faveur au nom d'un tiers qui devait rendre la somme au moyen d'une légère contre-rétribution. À ces horreurs, Madame de Lorsange joignit 2 ou 3 infanticides, la crainte de gâter sa jolie taille, le désir de cacher une double intrigue. Tout lui fit prendre la résolution de se faire avorter plusieurs fois, et ses crimes ignorés comme les autres n'empêchèrent pas cette créature adroite et ambitieuse de trouver journellement de nouvelles dupes et de grossir à tout moment sa fortune tout en accumulant ses crimes. Il est donc malheureusement que trop vrai que la prospérité peut accompagner le crime et qu'au sein même du désordre et de la corruption la plus réfléchie, tout ce que les hommes appellent le bonheur peut dorer le fil de la vie. Mais que cette cruelle et fatale vérité ne l'arme pas, que celle dont nous allons bientôt offrir l'exemple du malheur au contraire, poursuivant partout la vertu, ne tourmente pas davantage l'âme des honnêtes gens. Cette prospérité du crime n'est qu'apparente, indépendamment de la providence qui doit nécessairement punir de tels succès, le coupable nourrit au fond de son cœur un ver qui, le rongeant sans cesse, l'empêche de jouir de cette lueur de félicité que l'environne et ne lui laisse au lieu d'elle que le souvenir déchirant des crimes qui la lui ont acquises. À l'égard du malheur qui tourmente la vertu, l'infortuné que le sort persécute a pour consolation sa conscience, et les jouissances secrètes qu'il en retire de sa pureté le dédommage bientôt de l'injustice des hommes. Bon, elle est où la scène de sexe là? Parce que ça commence à bien faire. Hein. Il y avait aussi une raison pour laquelle j'ai participé au-dessus des 20 balles. Bon, tel était donc l'état des affaires de Madame de Lorsange lorsque Monsieur de Corville, âgé de 50 ans et jouissant du crédit que nous avons peint plus haut, résolut de se sacrifier entièrement pour cette femme, quel con, et de la fixer soit attention, soit de procédé, soit de sagesse de la part de Madame de Lorsange. Il était parvenu, il y avait 4 ans qui vivaient avec elle, absolument comme avec une épouse légitime, lorsqu'une terre superbe qu'il venait de lui acheter auprès de Montargis les avait déterminés l'un et l'autre à y passer quelques mois d'été. Je tourne la page. Allez, tu tournes là, putain. Là, l'été, ok. On reprend. Un soir du mois de juin où la beauté du temps les avait engagés à venir se promener jusqu'à la ville, trop fatigués pour pouvoir retourner de la même manière, ils étaient entrés dans l'auberge où descend le coche du lion. À dessein d'envoyer de là un homme à cheval de leur chercher une voiture au château. Ils se reposaient dans une salle basse et fraîche donnant sur la cour, lorsque le coche dont nous venons de parler entra dans la maison. C'est un amusement naturel que de considérer des voyageurs. Il n'y a personne qui dans un moment de désœuvrement ne le remplisse par cette distraction quand elle se présente. Madame de Lorsange se leva, son amant la suivit et elle vit rentrer dans l'auberge toute la société voyageuse. Il paraissait qu'il n'y avait plus personne dans la voiture lorsqu'un cavalier de maréchaussée, descendant du panier, reçut dans ses bras d'un de ses camarades également niché dans la même place, une jeune fille d'environ 26 à 27 ans, enveloppée dans un mauvais manteau d'indienne et liée comme une criminelle. À un cri d'horreur et de surprise qui échappa à Madame de Lorsange, la jeune fille se retourna.
et savoir de traits si doux et si délicats, une taille si fine et si dégagée que Madame de Corville et sa maîtresse, Monsieur de Corville, pardon, et sa maîtresse, ne purent s'empêcher de s'intéresser pour cette misérable créature. Monsieur de Corville s'approche et demande à l'un des cavaliers ce qu'a fait cet infortuné. Ma foi, monsieur, répondit Lasgadil, on l'accuse de 3-4 crimes énormes. Il s'agit de vol, de meurtre et d'incendie, mais je vous avoue que mon camarade et moi n'avons jamais conduit de criminel avec autant de répugnance. C'est la créature la plus douce et qui paraît la plus honnête. Ah ah, dit Monsieur de Corville, ne pourrait-il pas y avoir là quelqu'une de ces bévues ordinaires aux tribunaux subalternes, et où c'est commis le délit? Dans une auberge à 3 lieues de Lyon. C'est Lyon qui l'a jugée, elle va à Paris pour la confirmation de la sentence, et reviendra pour être exécutée à Lyon. Tourne la page. Ok, on reprend. Camion. Madame de Lorsange, qui s'était approchée et qui entendait le récit, témoigna tout bas à Madame de Corville le désir qu'il aurait d'entendre de la bouche de cette fille l'histoire de ses malheurs, et Monsieur de Corville, qui concevait aussi le même désir, en fit part au conducteur de cette fille, en se faisant connaître à eux. Ceux-ci ne s'y opposèrent point. On décida qu'il fallait passer la nuit à Montargis. On demanda un appartement commode auprès duquel il y en eut un pour les cavaliers. Monsieur de Corville a répondu de la prisonnière, on la délia. Elle passa dans l'appartement de Monsieur de Corville et de Madame de Lorsange. Les gardes soupèrent et couchèrent après. Et quand on eut fait prendre un peu de nourriture à cette malheureuse, Madame de Lorsange, qui ne pouvait s'empêcher de prendre à elle le plus vif intérêt, et qui sans doute se disait à elle-même « Cette misérable créature peut être innocente et traitée comme un criminel, tandis que tout prospère autour de moi qui la suis sûrement bien plus qu'elle. » Madame de Lorsange, dis-je, dès qu'elle vit cette jeune fille, un peu remise, un peu consolée des caresses qu'on lui faisait et de l'intérêt qu'on paraissait prendre à elle, l'engagea de raconter par quel événement, avec un air aussi honnête et aussi sage, elle se trouvait dans une aussi funeste circonstance. « Vous racontez l'histoire de ma vie, madame, dit cette belle infortunée en s'adressant à la comtesse, et de vous offrir l'exemple le plus frappant de malheur de l'innocence. C'est accuser la Providence et s'en plaindre, c'est une espèce de crime, et je ne l'ose pas. » Des pleurs coulèrent alors avec abondance des yeux de cette pauvre fille. Après leur avoir donné un court instant, elle commença son récit dans ces termes. Vous me permettrez de cacher mon nom et ma naissance, madame, sans être illustre, elle est honnête. Et je n'étais pas destiné à l'humiliation, d'où la plus grande partie de mes malheurs sont nés. Je perdis mes parents fort jeunes. Je crus qu'avec le peu de secours qu'ils m'avaient laissé pour attendre une place honnête et refusant constamment toutes celles qui n'étaient pas, je mangeais sans m'en apercevoir le peu qui m'était échu. Tourne la page. Ok, on reprend. Camion. Plus je devenais pauvre, plus j'étais maîtrisé, plus j'avais besoin de secours. Moi j'espérais d'en obtenir au plus. Il m'en était offert d'indigne et d'ignominieux, de toutes les duretés que j'éprouvais dans cette malheureuse situation, de tous les propos hérifs qui me furent tenus. Je vous ne citerai que ce qui m'arriva chez Monsieur Dubourg, l'un des plus riches traitants de la capitale. On m'avait adressé à lui comme un des hommes dont le crédit de la richesse pouvait le plus sûrement adoucir mon sort, mais ceux qui m'avaient donné ce conseil voulaient me tromper. Hélas, monsieur, lui répondis-je, je suis une pauvre orpheline qui n'a pas encore atteint l'âge de 14 ans et qui connaît déjà toutes les nuances de la fortune. Alors que je lui détaillais mes revers, la difficulté de rencontrer une place, le malheur que j'avais eu de manger le peu que je possédais pour en chercher, les refus éprouvés, la peine même que j'avais à trouver de l'ouvrage ou en boutique ou dans ma chambre, et l'espoir que j'étais qu'il me faciliterait les moyens de vivre. Après m'avoir écouté avec assez d'attention, M. Dumont me demanda si j'avais toujours été sage. « Je ne serais ni si pauvre ni si embarrassé, monsieur, lui dis-je, si j'avais voulu cesser de l'être. »« Mon enfant, me dit-il à cela, et à quel titre prétendez-vous que l'opulence vous soulage quand vous ne lui servirez à rien? Servir, monsieur, je ne demande que cela. Et c'est ainsi que M. Dubourg eut une érection énorme. Et les services d'une enfant comme vous sont peu utiles dans une maison. Ce n'est pas cela que j'entends, vous n'êtes ni d'âge ni de tournure à vous placer comme vous le demandez. Vous pouvez avoir un rigorisme moins ridicule prétendant un saronnette chez tous les libertins. Et ce n'est là où vous devez vous rendre. Cette vertu dont vous faites tant l'étalage ne sert à rien dans le monde. Et vous aurez beau en faire parade, vous ne trouverez pas un... Putain, tournage de page. C'est moi qui lis plus vite ou c'est les pages qui sont plus petites là? Vous ne trouverez pas un verre d'au-dessus.
Des gens comme nous qui faisons tant que de faire l'aumône, c'est-à-dire une des choses où nous livrons le moins et qui nous répugne le plus, veulent être dédommagés de l'argent qu'ils sortent de leur poche. Et qu'est-ce qu'une petite fille comme vous peut donner en équipement de ses secours, si ce n'est l'abandon plus entier de tout ce qu'on veut bien exiger d'elle? Oh monsieur, il n'y a donc plus ni bienfaisance ni sentiment honnête dans le cœur des hommes. Fort peu, mon enfant, fort peu. On est revenu de cette manie d'obliger gratuitement les autres. L'orgueil peut-être en était un instant flatté, mais comme il n'y a rien de si chimérique et de si dissipé que ces jouissances, on en a voulu de plus réel. Et on a senti qu'avec une petite fille comme vous, par exemple, il valait infiniment mieux retirer pour finir de ses avances tous les plaisirs que le libertinage peut donner que de s'enorgueillir de lui avoir fait l'aumône. La réputation d'un homme libéral, aumônier, généreux ne vaut pas pour moi la plus légère sensation des plaisirs que vous pouvez me donner. Moyant quoi d'accord sur cela avec presque tous les gens de mes goûts et de mon âge, vous trouverez bon, mon enfant, que je ne vous secours qu'en raison de votre obéissance à tout ce qui me plaira d'exiger de vous. Quelle dureté, monsieur, quelle dureté. Croyez-vous que le ciel ne vous punira pas? Apprends, petite novice, que le ciel est la chose du monde qui nous intéresse le moins. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre, lui plaise ou non, c'est la chose du monde qui nous inquiète le moins. Trop certaines de son peu de pouvoir sur les hommes, nous le bravons journellement sans frémir et nos passions n'ont vraiment de charme que quand elles transgressent le mieux ses intentions, ou du moins que ce que des sots nous assurent être telles, mais qu'il n'est plus dans le fond que de la chaîne illusoire dont la posture a voulu captiver le plus fort. Et monsieur, avec de tels principes, il faut donc que la fortune périsse. Qu'importe, il y a plus de sujets qu'il en faut en France. Des gouvernements qui voient tout en grand s'embarrassent fort peu des individus, pourvu que la machine se conserve. Mais croyez-vous que des enfants respectent leur père quand ils sont maltraités? Que fait-il à un père qui a trop d'enfants? L'amour de ceux qui lui sont d'aucun secours. Il vaudrait mieux qu'on nous eût étouffés en naissant, à peu près, mais laissons cette politique où tu ne vas rien comprendre. Pourquoi se plaindre du sort qu'il ne dépend que de soi de maîtriser? À quel prix, juste ciel? À celui d'une chimère, d'une chose qui n'a de valeur que celle que votre orgueil y met. Mais laissons encore là cette thèse et ne nous occupons que de ce qui nous regarde ici tous les deux. Vous faites grand cas de cette chimère, n'est-ce pas? Et moi fort peu, moyant en quoi je vous abandonne. Les devoirs que je vous imposerai, et pour lesquels vous recevrez une rétribution honnête sans être excessive, seront d'un tout autre genre. Tourne la page. Je vous mettrai auprès de ma gouvernante, vous la servirez tous les matins devant moi, tantôt cette femme et tantôt mon valet de chambre vous soumettront. Oh, madame, comment vous rendre cette exécrable proposition? Trop humilié de me l'entendre faire, m'étourdissant pour ainsi dire à l'instant qu'on en prononçait les mots. Trop honteuse pour les redire, votre bonté vaudra bien y suppléer. Le cruel, il m'avait nommé les grands prêtres et je devais servir de victime. Voilà tout ce que je puis pour vous, mon enfant, continua ce lien Tom en se levant avec indécence. Et encore ne vous promets-je pour cette cérémonie toujours fort longue et fort épineuse qu'en entretien de 2 ans. Vous en avez 14. À 16, il vous sera libre de chercher fortune ailleurs, et jusque-là vous serez vêtu, nourri et recevrez un louis par mois. C'est bien honnête, et je n'en donnais pas tant à celle que vous remplacerez. Il est vrai qu'elle n'avait pas comme vous cette intacte vertu dont vous faites tant de cas, et que je prise comme vous le voyez. Environ 50 écus par an, somme excédente de celle que touchait votre devancière. Réfléchissez, y donc bien. Pensez surtout à l'état de misère où je vous prends. Songez dans le malheur au pays où vous êtes. Il faut que ceux qui n'ont pas de quoi vivre souffrent pour en gagner. Qu'à leur exemple vous souffrirez, j'en conviens, mais vous gagnerez beaucoup. Davantage que la plus grande partie d'entre eux. Les indigneux propos de ce monstre avaient enflammé ses passions. Il me saisit brutalement par le collet de ma robe et me dit, pourquoi c'est la première personne maintenant, qu'il allait pour cette première fois me faire voir lui-même de quoi il s'agissait. Mais mon malheur me prêta du courage et des forces. Je parvins à me dégager et m'avança vers la porte. Oh mon Dieu, lui dis-je en me sapant, puisse le ciel que tu enfonces ainsi cruellement te punir un jour comme tu le mérites de ton odieuse barbarie. Tu n'es digne de ces richesses dont tu as fait un civil usage, ni de l'air même que tu respires dans un monde qui souille tes férocités. C'est bon. Page tournée. Je retournais tristement chez moi, absorbé dans ces réflexions tristes et sombres, qui font nécessairement naître la cruauté et la corruption des hommes, lorsqu'une rayonne de prospérité semblait luire un instant dans mes yeux. La femme chez qui je logeais et qui connaissait mes malheurs vint me dire qu'elle avait enfin trouvé une maison où l'on me recevrait avec plaisir pourvu que je m'y comportasse bien.
Au ciel, madame, lui dis-je, en l'embrassant avec transport, cette condition est celle que je mettrai moi-même. Jugez si je l'accepte avec plaisir. L'homme que je devais servir était un vieil usurier qui, disait-on, s'était enrichi, non seulement en prêtant sur gage, mais même en volant impuniment pour tout le monde chaque fois qu'il avait cru le pouvoir faire en sûreté. Il demeura rue Quincampoix, un premier étage, avec une vieille maîtresse qu'il appelait sa femme et pour le moins aussi méchante que lui. Sophie, me dit cet avare, à Sophie. C'était le nom que je m'étais donné pour cacher le mien. La première vertu qu'il faut dans ma maison, c'est la probité. Si jamais vous détournez d'ici la 10e partie d'un denier, je vous ferai pendre. Voyez-vous, Sophie, mais pendre jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus revenir. Si ma femme et moi jouissons de quelques douceurs de notre vieillesse, c'est le fini de nos travaux immenses et de notre profonde sobriété. Mangez-vous beaucoup, mon enfant? Quelques onces de pain par jour, monsieur, lui répondis-je. De l'eau et un peu de soupe quand je suis assez heureuse pour en avoir. De la soupe, morbleu, de la soupe. Regardez ma vie, dit le vieil avare à sa femme. Gémissez les progrès du luxe. Depuis un an, ça cherche condition, ça meurt de faim depuis un an et ça va manger de la soupe. À peine le faisons-nous une fois tous les dimanches, nous qui travaillons comme des forçats depuis 40 ans. Vous aurez 3 onces de pain par jour, ma fille. Une demi-bouteille d'eau de rivière, une vieille robe de ma femme tous les 18 mois pour vous faire des jupons. Tourne la page. Des jupons et 3 écus de gage au bout de l'année, si nous sommes contents de vos services. Si votre économie répond à la nôtre et si vous faites, enfin, par de l'ordre et de l'arrangement, un peu prospérer la maison, notre service est peu de choses. Vous êtes seul, il s'agit de frotter et de nettoyer 3 fois la semaine cet appartement de 6 pièces, de faire le lit de ma femme et le mien, de répondre à la porte, de poudrer ma perruque, de coiffer ma femme, de soigner le chien, le chat, le perroquet, de veiller à la cuisine, d'en nettoyer les ustensiles qui servent ou non, d'aider à ma femme quand elle nous a fait un morceau à manger et d'employer le reste du jour à faire des linges, des bas, des bonnets et autres petits meubles de ménage. Ah putain, quel beau métier que celui de la servitude, hein. Vous voyez que ce n'est rien, Sophie, il vous restera bien du temps à vous. Nous vous permettrons de l'employer pour votre compte et de faire également pour votre usage le linge et les vêtements dont vous pourrez avoir besoin. Vous imaginez aisément, madame, qu'il fallait se trouver dans l'état de misère où j'étais pour accepter une telle place. Non seulement il y avait infiniment plus d'ouvrages que mon âge et mes forces ne me permettraient d'entreprendre, mais pouvais-je vivre avec ce qu'on m'offrait? Je me gardais pourtant bien de faire la difficile, et je fus installé dès le même soir. Si la cruelle position dans laquelle je me trouve, madame, me permettait de songer à vous amuser un instant quand je ne dois penser qu'à mouvoir votre âme en ferveur, j'ose croire que je vous égarais en vous racontant tous les traits d'avarice dont je suis témoin de cette maison. Mais une catastrophe si terrible pour moi m'y attendait dès la 2e année, qui m'est bien difficile, quand j'y réfléchis, de vous ouvrir quelques détails agréables avant que de vous entretenir ce revers. Vous saurez cependant, madame, mais à qui elle parle cette pute? Qu'on n'usa jamais de lumière dans cette maison. L'appartement du maître et de la maîtresse, heureusement tourné en face du réverbère de la rue, les dispensait d'avoir besoin d'autres secours et jamais autre clarté ne leur servait pour se mettre au lit. Pour du linge, il n'en usait point. Il y avait aux manches de la veste de monsieur, ainsi qu'à celle de la robe de madame, une vieille paire de manchettes cousues après l'étoffe et que je lavais tous les samedis au soir, afin qu'elle fût en état le dimanche. Point de drap, point de serviette et tout cela pour éviter le chichage, objet très cher dans une maison. Prétendait monsieur Duharpin, mon respectable maître, ce connard. Tourne la page. Ok, on reprend. Et au camion là. Ouais. On ne buvait jamais de vin chez lui. L'eau claire était, disait monsieur Duharpin, la boisson naturelle dont les premiers hommes se servirent et la seule que nous indique la nature. Toutes les fois qu'on coupait le pain, il se plaçait une corbeille dessous afin de recueillir ceux qui tombaient. On y joignait avec l'exactitude toutes les miettes que pouvaient se faire au repas, et tout cela frit le dimanche avec un peu de beurre rance composait le plat de festin de ce jour de repos. Putain, quand même. Jamais il ne fallait battre les habits ni les meubles de peur de les user, mais les housser légèrement avec un plumeau. Les souliers de monsieur et de madame étaient doublés de fer, et l'un et l'autre époux gardaient encore avec vénération ce qui leur avait servi le jour de leur noces. Mais une pratique beaucoup plus bizarre était celle qu'on me faisait exercer régulièrement une fois dans la semaine. Il y avait dans l'appartement un assez grand cabinet dont les murs n'étaient point tapissés. Il fallait qu'avec un couteau, j'allasse râper une certaine quantité du plâtre de ces murs, que je passais ensuite dans un tamis fin. Ce qui résultait de cette opération donnait la poudre de toilette dont j'en ai chaque matin, et la perruque de monsieur et les chignons de madame.
Plût à Dieu que ces turpitudes c'étaient les seuls où se fussent livrés ces vilaines gens. Rien de plus naturel que le désir de conserver son bien, mais ce qui ne l'est pas autant, c'est l'envie de le doubler avec celui d'autrui, et je ne fus pas longtemps à m'apercevoir que ce n'était que de cette façon que M. Duharpin devenait si riche. Il avait au-dessus de nous un particulier fort à son aise, possédant d'assez jolis bijoux et dont les effets, soit à cause du voisinage, soit pour lui avoir peut-être passé par les mains. Je lui entends... merde, putain. Parce que... était très connu de mon maître. Je lui entendais souvent regretter avec sa femme une certaine boîte d'or de 30 à 48 qui lui serait infailliblement restée, disait-il, si son procureur avait eu un peu plus d'intelligence pour se consoler Si son procureur avait eu un peu plus d'intelligence pour se conseiller enfin d'avoir rendu cette boîte, l'être M. Duharpin projetait de la voler, et ce fut moi qu'on chargeait de la négociation. Après m'avoir fait un grand discours sur l'indifférence du vol, sur l'utilité même dont il était dans la société puisqu'il rétablissait une sorte d'équilibre qui dérangeait totalement l'inégalité des richesses, M. Duharpin me remit une fausse clé, m'assura qu'elle ouvrirait l'appartement du voisin, que je trouverais la boîte dans un secrétaire qu'on ne fermait point, que je l'apporterais sans aucun danger, que pour un service aussi essentiel je recevrais pendant 2 ans en écus de plus sur nos gages. Oh monsieur, m'écriai-je, est-il possible qu'un maître scombe l'assistant domestique qui m'empêche de faire tourner contre vous les armes que vous mettez dans la main, et qu'aurez-vous à m'objecter de raisonnable si je vous vole d'après vos principes? Mais connasse, lui dis pas ça, va prendre la boîte et casse-toi. M. Duharpin, très étonné de ma réponse, n'osait insister davantage, mais me gardant une rancune certaine, me dit que ce qu'il en faisait était pour m'éprouver que j'étais bien heureuse d'avoir résisté à cette offre insidieuse de sa part, et que juste c'était une fille pendue si j'avais succombé. Je me payai de ses réponses, mais je sentis dès lors et les malheurs qui me menaçaient pour une telle proposition, et le tort que j'ai eu de répondre aussi fermement. Oui, t'es conne. Il n'y avait pourtant pas un demi-dieu où il eût fallu que je commisse le crime dont on parlait, où il devinerait nécessaire que j'en rejetasse aussi durement la proposition. Avec un peu plus d'expérience, j'aurais quitté la maison de l'instant, mais il était déjà écrit sur la page de mon destin que chacun de mes mouvements honnêtes où mon caractère me porterait devait être payé d'un malheur, et il me fallait donc subir mon sort sans qu'il me fût possible d'échapper. Monsieur Duharpin laissa couler un près d'un mois, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'époque de la révolution de la seconde année de mon séjour chez lui, sans dire un mot et sans témoigner le plus léger sentiment du refus que je lui avais fait. Lorsqu'un soir, ma besogne finie, venant me retirer de ma chambre pour y goûter quelques heures de repos, j'entendis tout à coup jeter ma porte en dedans et vis non sans effroi M. Duharpin conduisant un commissaire et 4 soldats du guet auprès de mon lit. « Faites votre devoir, monsieur, dit-il à l'homme de justice. » Attendez, changement de page, ok, voilà. Cette malheureuse m'a volé un diamant de 1000 écus, et vous le trouverez dans sa chambre ou sur elle. Le fait est inévitable. Moi vous avoir volé, monsieur, dis-je en me jetant tout troublé au bas de mon lit. Moi, monsieur, qui sait mieux que vous combien une telle action me répugne et l'impossibilité qu'il est que je l'ai commise. Monsieur Duharpin faisait beaucoup de bruit pour que mes paroles ne fussent pas entendues, continuait d'ordonner perquisition, et la malheureuse bague fut trouvée dans un de mes matelas. Avec des preuves de cette force, il n'y avait pas à répliquer. Je fus à l'instant saisi, garrottée et conduite ignominieusement dans la prison du palais, sans qu'il me fût seulement possible de faire entendre un mot de tout ce que je pus dire pour ma justification. Le procès d'une infortunée qui n'a ni crédit ni protection est prompteusement fait en France. On y croit la vertu incompatible avec la misère, et l'infortune dans nos tribunaux est une preuve complète contre l'accusé. Une injuste prévention y fait croire que celui qui a dû commettre le crime l'a commis. Les sentiments s'y mesurent sur l'état dans lequel vous vous trouvez, sitôt que des titres ou de la fortune ne prouvent pas que vous devez être honnête, l'impossibilité que vous le soyez devient démontrée tout de suite. J'ai beau me défendre, j'ai beau fournir les meilleurs moyens à l'avocat de forme qu'on me donna pour un instant, mon maître m'accusait, le diamant s'était trouvé dans ma chambre, il était clair que je l'avais volé. Lorsque je voulus citer le trait horrible de M. Duharpin et prouver que le malheur qui m'arrivait n'était qu'une suite de la vengeance et de l'envie qu'il avait de se défaire d'une créature qui, tenant son secret, devenait maîtresse de sa réputation, on traita ses plaintes de récrimination. On me dit que M. Duharpin était connu depuis 40 ans pour un homme intègre et incapable d'une telle horreur. Je me vis au moment d'aller payer de ma vie le refus que j'avais fait de participer à un crime, lorsqu'un événement inattendu vint. Tourne la page. En me rendant libre, de replonger dans les nouveaux revers qui m'attendaient encore dans le monde. Mais arrête de te plaindre, pétasse, là. Madame la vertu, oh, survie, hein.
Une femme de 40 ans que l'on nommait la Dubois, célèbre par des horreurs de toutes les espèces, était également à la veille de subir un jugement de mort, plus mérité du moins que le mien puisque ses crimes étaient constatés et qu'il était impossible de n'en trouver aucun. J'avais inspiré une sorte d'intérêt à cette femme. Un soir, fort peu de jours avant que nous dussions perdre l'une et l'autre la vie, elle me dit de ne pas me coucher, mais de me tenir avec elle sans infection, le plus près que je pourrais des portes de la prison. Entre minuit et 1 heure, poursuivit cet heureux scélérate, le feu prendra dans la maison. C'est l'ouvrage de mes soins, peut-être y aura-t-il quelqu'un de brûlé, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sauverons. 3 hommes, mes complices, mes amis, mes amis, se joindront en nous et je te réponds de ta liberté. La main du ciel qui venait de punir l'innocente dans moi servit le crime dans ma protectrice. Le feu prit et l'incendie fut horrible. Il n'y eut 10 personnes de brûlées et nous nous sauvâmes. Dès le même jour, nous gagnâmes la chaumière d'un braconnier dans la forêt de Bondy. Espèce de fripon différent, mais des intimes amis de notre bande. Toi la libre, ma chère Sophie, me dit alors la Dubois. Tu peux maintenant choisir tel genre de vie qu'il te plaira. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de renoncer à des pratiques de vertu qui, comme tu vois, ne font jamais réussir. Une délicatesse déplacée t'a conduit au pied de l'échafaud, un crime affreux mon sauve. Regarde à quoi le bien sert dans le monde, et si c'est la peine de s'immoler pour lui, tu es jeune et jolie, je me charge de ta fortune à Bruxelles si tu veux. J'y vais, c'est ma patrie, en 2 ans je te mets au pinacle. Puis je t'avertis que ce ne sera point par les étroits sentiers de la vertu que je te conduirai à la fortune. Il faut à ton âge entreprendre plus d'un métier, et servira plus d'une intrigue quand on veut faire promptement son chemin. Tu m'entends, Sophie? Tu m'entends? Décide-toi donc vite, car il faut gagner du champ. Nous n'avons de sûreté ici que pour peu d'heures. Attendez, tourne la page. Oh madame, dis-je à ma bienfaitrice, je vous ai de grandes obligations, vous m'avez sauvé la vie. Je suis désespéré sans doute de voir qu'il y a un crime et vous pouvez être très sûr que s'il m'avait fallu y participer, j'eusse mieux aimé périr que de le faire. Je ne sais trop quel danger j'ai couru pour être abandonné aux sentiments d'honnêteté qui germeront toujours dans mon cœur. Mais quelles que puissent être les épines de la vertu, je les préférerai toujours aux fausses lueurs de prospérité. Dangereuse faveur qui accompagne à l'instant le crime. Il est dans moi des idées de religion qui, grâce au ciel, ne m'abandonnent jamais. Si la providence me rend pénible la carrière de la vie, c'est pour m'en dédommager plus amplement dans un monde meilleur. Cette espérance me console, elle adoucit tous mes chagrins, elle apaise mes plaintes, elle me fortifie dans l'adversité et me fait braver tous les maux qu'il lui plaira de m'offrir. Cette joie s'étendra s'éteindrait aussitôt dans mon cœur si je venais. Voilà le système absurde qui te conduiront bientôt à l'hôpital, ma fille, dit la Dubois en fronçant les sourcils. Crois-moi, laisse la justice céleste, tes châtiments ou tes récompenses à venir. Tout cela n'est bon qu'à oublier qu'on sort de l'école ou qu'à faire mourir de faim si on a la bêtise d'y croire, quand on est une fois dehors. La dureté des riches légitime la coquinerie des pauvres, mon enfant. Que leur bourse s'ouvre à nos besoins, que l'humanité règne dans leur cœur, et que les vertus pourraient s'établir dans le nôtre, mais tant que notre infortune, notre patience à le supporter, notre bonne foi, notre asservissement ne serviront qu'à doubler nos fers. Nos crimes deviendront leur ouvrage, et nous serions bien dupes de nous les refuser pour amoindrir un peu le joug dont ils nous chargent. La nature nous a fait naître tous égaux, Sophie. Si le sort se plaît à déranger ce premier plan des lois générales, c'est à nous d'en corriger les caprices, et de réparer par notre adresse les usurpations. Putain, mais il manque des paragraphes. En plus, le texte est cool, là. Bon, tourne de page. Voilà. Connais-la mieux, Sophie, connais-la mieux et convainc-toi bien que dès que qu'elle nous place dans une situation où le mal nous devient nécessaire et qu'elle nous laisse en même temps la possibilité de l'exercer, c'est que ce mal sert ses lois comme le bien et qu'elle gagne autant à l'un qu'à l'autre. L'état où elle nous crée l'égalité, celui qui le dérange n'est pas plus coupable que celui qui cherche à le rétablir. Tous deux agissent d'après des impulsions reçues, tous deux doivent les suivre, se mettre un bandeau sur les yeux et jouir. Je l'avoue, si jamais je fus ébranlé, ce fut par la séduction de cette femme à droite, mais une voix plus forte qui combattait ces sophismes dans mon cœur. Je l'écoutais, je déclarais pour la dernière fois que j'étais décidé à ne jamais le laisser me corrompre. Eh bien, me dit la Dubois, fais ce que tu voudras, je t'abandonne à ton mauvais sort, mais si jamais tu te fais prendre,
comme ça ne peut pas te fuir par la fatalité qui, tout en saurant le crime, immole inévitablement la vertu. Souviens-toi bien du moins de ne jamais parler de nous. Pendant que nous raisonnions ainsi, les 3 compagnons de la Dubois buvaient avec le braconnier, et comme le vin communément a l'art de faire oublier les crimes des malfaiteurs et de l'engager souvent à les renouveler au bord même du précipice duquel il vient d'échapper, nos scélérats ne me vinrent pas décidés à me sauver de leurs mains, sans avoir envie de se divertir à mes dépens. Ah, tu vas te faire sauter, gamine. Leurs principes, leurs mœurs, le sombre local où nous étions, l'espèce de sécurité dans laquelle ils se croyaient, leur ivresse, mon âge, mon innocence et ma tournure, tout les encouragea. C'est le verre de table. Ils tinrent conseil entre eux, ils consultèrent la Dubois, tous procédés dont le mystère me faisait frissonner d'horreur, et le résultat fut enfin que j'eusse à me décider avant de partir à leur passer par les mains tous 4, ou de bonne grâce ou de force, que si je le faisais de bonne grâce, ils me donneraient chacun un écu pour me conduire où je voudrais, puisque je me refusais à les accompagner, que s'il fallait employer la force pour me déterminer, la chose se fera tout de même, et que pour le secret fut gardé, le dernier des 4 qui jouerait de moi me plongerait un couteau dans le sein et qu'on m'enterrerait ensuite au pied d'un arbre. Je vous laisse à penser, madame, quel effet me fit cette exécrable proposition. Je me jetai au pied du bois, je la conjurai d'être une seconde fois ma protectrice, mais la scélérate ne fit que rire d'une situation affreuse pour moi, qui ne lui paraissait qu'une misère. Je tourne la page. Allez, voilà. On est où là? Ok. Oh parbleu, dit-elle, te voilà bien malheureuse, obligée de servir à 4 garçons bâtis comme cela. Il y a 10 000 femmes à Paris, ma fille, qui donneraient de bien beaux écus pour être à ta place à présent. Écoute, ajouta-t-elle en portant au bout d'un moment de réflexion. J'ai assez d'empire sur ces drôles-là pour obtenir tes grâces si tu ne veux t'en rendre digne. Hélas, madame, que faut-il faire? M'écriai-je en larmes. Ordonnez-moi, je suis toute prête. Nous suivre, prendre parti avec nous et commettre les mêmes choses sans la plus légère répugnance. À ce prix, je te garantis le reste. Je ne crus pas devoir balancer. En acceptant, je courais de nouveaux dangers, j'en conviens, mais ils étaient moins pressants que ceux-ci. Je pouvais les éviter et rien ne pouvait me faire échapper à ceux qui me menaçaient. J'irai partout, madame, dis-je à la Dubois, j'irai partout, je vous le promets. Sauvez-moi de la fureur de ces hommes, et je ne vous quitterai jamais. Enfant, dit la Dubois aux 4 bandits, cette fille est de la troupe. Je l'y reçois, je l'y installe, je vous défends de lui faire violence. Ne la dégoûtons pas du métier dès le premier jour. Vous voyez comme son âge et sa figure peuvent nous être utiles. Serrons-nous-en pour nos intérêts et ne la sacrifions pas à nos plaisirs. Mais les passions ont un degré dans l'homme où nulle voix ne peut les captiver. Les gens à qui je devais avoir l'affaire n'étaient en état de rien entendre. Se présentant à moi tous les 4 à la fois dans l'état le moins fait pour que je puisse me flatter de ma grâce, ils déclaraient unanimement à la Dubois que quand l'échafaud serait là, il faudrait que je devinsse leur proie. D'abord la mienne, dit l'un d'eux, en me saisissant à bras-corps. Tourne la page. Et la dispute s'échauffant, nos 4 champions se prennent aux chevaux, se terrassent, se pelotent, se culbutent, et moi trop heureuse de les voir dans une situation qui me donne le temps de m'échapper. Pendant que la Dubois s'occupe à les séparer, je m'élance, je gagne la forêt et perds en un instant la maison de vue. Être suprême, dis-je en me jetant à genoux. Dès que je me crus en sûreté, être suprême, mon vrai protecteur et mon guide, daigne prendre pitié de ma misère. Tu vois ma faiblesse et mon innocence. Tu vois avec quelle confiance je place en toi tout mon espoir. Daigne m'arracher au danger qui me poursuivre, ou par une mort moins ignominieuse que celle à laquelle je viens d'échapper. Daigne au moins me rappeler promptement vers toi. La prière est la plus douce consolation du malheureux. Il devient plus fort quand il a prié. Je me levais pleine de courage, et comme il commençait à faire sombre, je m'enfonçais dans un taillis pour y passer la nuit avec moins de risque. La sûreté où je me croyais, l'abattement dans lequel j'étais, le peu de joie que je venais de goûter, tout contribuait à me faire passer une bonne nuit. Et le soleil était déjà très haut quand mes yeux s'ouvrirent à la lumière. C'est l'instant du réveil qui fut le plus fatal pour les infortunés. Le repos des sens, le calme des idées, l'oubli instantané de leurs mots, tous les rappels au malheur avec plus de force, tout leur en rend alors le poids plus onéreux. Eh bien, me dis-je, il est donc vrai qu'il y a des créatures humaines que la nature destine au même état que les bêtes féroces, cachées dans leur vie, fuyant les hommes comme elles. Quelle différence y a-t-il maintenant entre elles et moi? Est-ce donc la peine de naître pour un sort aussi pitoyable? Et mes larmes coulèrent avec abondance en formant ces tristes réflexions. Je les finissais à peine lorsque j'entendis du bruit autour de moi. Un instant, je crus que c'était quelques bêtes. Peu à peu, j'ai distingué les voix de deux hommes.
Tourne la page. Hop. Voilà. Ok. Camion. Viens non mon ami, viens dit l'un d'eux. Allez, petit prout secret pour ceux qui auront tenu jusqu'à là. Je sais pas si vous l'avez entendu, ce cadeau. Viens mon ami, viens dit l'un d'eux. Nous serons à merveille ici. La cruelle et fatale présence de ma mère ne m'empêchera pas au moins de goûter un moment avec toi les plaisirs qui me sont si chers. Ils s'approchent et ils se placent tellement face de moi qu'aucun de leurs propos, aucun de leurs mouvements ne peut m'échapper, je vois. Juste ciel, madame, dit Sophie en s'interrompant. Est-il possible que le sort ne m'ait jamais placé que dans des situations si critiques qu'il devienne aussi difficile à la pudeur que de les entendre que de les peindre? Ce crime horrible qui outrage également la nature et la loi, ce forfait épouvantable sur lequel la main de Dieu s'est tapé senti tant de fois cette infamie. En un mot si nouveau pour moi que je la concevais à peine, je la vis consommer sous mes yeux avec toutes les recherches impures, avec toutes les épisodes affreuses que pouvait y mettre la dépravation la plus réfléchie. L'un de ces hommes, celui qui dominait l'autre, était âgé de 24 ans. Il était surtout vert et assez proprement mis pour faire croire que ses conditions devaient être honnêtes. L'autre paraissait un jeune domestique de sa maison, d'environ 17 à 18 ans et une fort jolie figure. La scène fut aussi longue que scandaleuse, et ce temps me part d'autant plus cruel que je n'osais bouger de peur d'être aperçu. Enfin, les criminels acteurs qui la composèrent, assassins sans doute, se levèrent pour regagner le chemin qui devait les conduire chez eux. Lorsque le maître s'approcha du buisson qui morcelait pour y satisfaire un besoin, mon bonnet élevé était trahi, il l'aperçoit. Jasmin, dit-il à son jeune Adonis, nous sommes trahis, mon cher. Une fille, une profane a vu le mystère. Approche-toi, sortons cette cosquine de là et sachons ce qu'elle peut y faire. Je ne leur donnais pas la peine de m'aider à sortir de mon asile, m'en arrachant aussitôt par moi-même et tombant à leurs pieds. Nouvelle page. Oh messieurs, m'écriai-je en étendant les bras. Ah, putain. Ah oh. Véhicule. Voilà. Oh messieurs, m'écriai-je en étendant les bras vers eux. Daignez avoir pitié d'une malheureuse dont le sort est plus à plaindre que vous ne pensez. Il est bien peu de revers qui puissent égaler les miens, que la situation où vous m'avez trouvé ne vous fasse naître aucun soupçon sur moi. Elle est l'ouvrage de ma misère bien plutôt que de mes torts. Loin d'augmenter la somme des mots qui m'accablent, veuillez la diminuer au contraire en facilitant le moyen d'échapper à la rigueur qui vous poursuit. Monsieur de Brossac, c'était le nom du jeune homme entre les mains duquel je tombais. Avec un grand fond de libertinage dans l'esprit, il n'était pas pourvu d'une dose bien abondante de commisération dans le cœur. Il était malheureusement que trop combat de voir la débauche des sens éteindre absolument la pitié dans l'homme. Son effet d'ordinaire est d'endurcir, soit que la plus grande partie de ses écarts nécessite une sorte d'apathie dans l'âme, soit que la secousse violente qu'elle imprime à la base des nerfs diminue la sensibilité de leur action. Toujours est-il qu'un débauché de profession est rarement un homme pitoyable. Il a cette cruauté naturelle dans l'esprit des gens dont j'esquisse le caractère. Il se joignait encore dans Monsieur de Brossac un dégoût si marqué pour notre sexe, une haine si invétérée pour tout ce qui la caractérisait qu'il était difficile que je parvinsse à placer dans son âme les sentiments dont je voulais l'émouvoir. Que fais-tu là enfin, tourterelle de bois? Me dit assez durement pour toute réponse cet homme que je voulais attendrir. Parle vrai, tu as vu tout ce qui s'est passé entre ce jeune homme et moi, n'est-ce pas? Moi non, monsieur, m'écriai-je aussitôt. Ne croyant faire aucun mal en déguisant cette vérité, soyez bien assurés que je n'ai vu que des choses très simples. Je vous ai vu, monsieur et vous, assis tous deux sur l'herbe. J'ai cru me percevoir que vous y avez causé un instant. Soyez bien assurés que voilà tout. Je le veux croire, répondit monsieur de Brossac, et pour cela pour ta tranquillité, car si j'imaginais que tu eusses pu voir autre chose, tu ne sortirais jamais de ce buisson. Tourne une page. Ah putain, merde. Voilà, un buisson. Putain. Voilà, hop, camion. Allons Jasmin, ayez de bonheur, nous avons le temps d'ouïr les aventures de cette catin. Qu'elle nous les dise dans l'instant, ensuite nous l'attacherons à ce gros chêne et lui laisserons nos couteaux de chasse sur le corps. Jeunes gens s'assirent, ils m'ordonnèrent de me placer près de là, et là je leur racontai ingénument tout ce qui m'est arrivé depuis que j'étais dans le monde. Allons Jasmin, dit monsieur de Brossac en se levant dès que j'eus fini, soyons juste une fois dans notre vie, mon cher. L'équitable Thémis a condamné cette coquine. Ne souffrons pas que les vues de la déesse soient aussi cruellement frustrées, et faisons subir à la criminelle l'arrêt qu'elle allait encourir.
Ce n'est pas un crime que nous allons commettre, c'est une vertu, mon ami. C'est un rétablissement dans l'ordre moral des choses. Et puisque nous avons le malheur de le déranger quelquefois, rétablissons-le courageusement, du moins quand l'occasion s'en présente. Et Cruel, m'ayant enlevé de ma place, me traînait déjà vers l'arbre indiqué, sans être touché ni de mes gémissements ni de mes larmes. Disons-la dans ce sens-ci, dit Brossac à son valet en m'appuyant le ventre contre l'arbre. Leurs jarretières, leurs mouchoirs, tout servi en une minute, je fus garrotté si cruellement qu'il me devint impossible de faire usage d'aucun de mes membres. Cette opération faite, les scélérats détachèrent mes jupes, relevèrent ma chemise sur mes épaules et mettaient leurs couteaux de chasse à la main. Je crus qu'ils allaient pourfendre toutes les parties postérieures qui avaient découvertes leur brutalité. En voilà assez, dit Brossac. Ah, nouvelle page. Sans que j'eusse encore reçu un seul coup. En voilà assez pour qu'elle nous connaisse, pour qu'elle voie ce que nous pouvons lui faire et pour la tenir dans notre dépendance. Sophie, continua-t-il en détachant nos liens, rhabillez-vous, soyez discrète et suivez-nous. Si vous vous attachez à moi, vous n'aurez pas lieu de vous en repentir, mon enfant. Il faut une seconde femme de chambre à ma mère, et je vais vous présenter à elle. Et sur la foi de vos récits, je vais lui répondre de votre conduite. Mais si vous abusez de mes bontés ou que vous trahissiez ma confiance, regardez bien cet arbre qui devait vous servir de lit funèbre. Souvenez-vous qu'il n'est qu'un lieu du château où je vous conduis et qu'à la plus légère faute vous y serez à l'instant ramené. Déjà rhabillé, à peine trouvai-je des expressions pour en remercier mon bienfaiteur, je me jetai à ses pieds. J'embrassai ses genoux, je lui faisais tout le serment possible d'une bonne conduite, mais aussi insensible à ma joie qu'à ma douleur. Marchons, dit monsieur de Brossac. C'est le conduite qui parlera pour vous et c'est elle seule qui réglera votre sort. Nous cheminâmes, Jaspin et son maître causaient ensemble, et je les suivais humblement sans nous dire. Ah merde. Bon. Malheureusement, je n'ai pas réussi cette cup. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais bon, quand même une bonne perf. Merci pour les 20 balles, amical. J'ai un peu mal aux yeux, les mecs. Mais bon, c'est pas grave. J'ai gagné 20 balles. Salut les mecs de la Mongolerie truc là. Et bye.